Bonjour à tous pour cette nouvelle séance du séminaire Design with Care. Je m'appelle Caroline Jobin, je suis postdoctorante à l'École des Mines de Paris, Université PSL. Et donc aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder ensemble est des preuves de concept aux preuves de soins. Je remercie aux personnes présentes dans la salle et en ligne que j'ai reconnues. Alors, dans un premier temps, en guise d'avant-propos, je vais vous un peu présenter mon positionnement, notamment à travers du cursus et l'écosystème dans lequel je m'inscris, qui est très orienté sur ingénierie et gestion. Ensuite, je ferai une partie qui sera dédiée à la caractérisation de la preuve de concept et de ses pathologies. Ensuite, je vous présenterai l'exemple de preuve de concept / preuve de soin, le fameux cas urgence qui a été le projet cœur de ma thèse. Et enfin, je proposerai des recommandations pour ce que j'ai appelé la gestion responsable des preuves de concept. Et donc, en ce sens-là, si elles sont gérées d'une certaine manière qu'on qualifie de responsables, on pourrait, par exemple, les qualifier de preuves de soins. Alors, mon cursus, j'ai une formation initiale d'ingénieur biomédical, donc plutôt orientée en R&D dans les dispositifs médicaux. Je suivis notamment à l'UTC à Polytechnique Montréal. Ensuite, j'ai réalisé un master de recherche en management de l'innovation, en apprentissage avec IBM et l'École Polytechnique. Et enfin, tout récemment, un doctorat en sciences de gestion à l'École des Mines de Paris. Alors justement, là, ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'était la première slide de ma soutenance de thèse qui a eu lieu en mars dernier sur la preuve de concept comme outil de développement des capacités de générativité collective, modélisation, expérimentation et conditions de performance. Et donc vous retrouvez notamment dans les membres du jury Antoine Penoglio ainsi que Cynthia Fleury-Perkins et mes deux directeurs de thèse, Sophie Hoge et Pascal Lemasson. Alors, il s'agit donc d'une thèse en sciences de gestion qui s'inscrit dans la continuité des travaux à la fois de la chaire Humanité et Santé qui nous réunit aujourd'hui et plus largement de la chaire de philosophie à l'hôpital sur la question du design capacitaire qui s'intéresse aux approches qui partent du terrain, de l'expérience et des capacités des individus pour rendre le monde plus habitable. Et notamment, c'est également Noémie Châtaignier qui a intervenu récemment, qui s'inscrit également dans cet axe de recherche. Mes travaux s'inscrivent également dans ceux du Centre de gestion scientifique, du coup, où j'ai réalisé ma thèse, qui est une approche ingénieurique des sciences de gestion qui se caractérise par une double culture à la fois de l'organisation et de la modélisation, mais également de la chaire théorie et méthode de la conception innovante, qui est hébergée par ce laboratoire. Et donc mes travaux s'inscrivent à la fois dans l'axe de recherche sur les fondements formels des raisonnements génératifs ou plus simplement des raisonnements de conception, les outils et stratégies pour supporter l'action collective dans l'inconnu, et enfin les processus de conception et d'innovation soutenables nécessitant des transformations d'ensemble des écosystèmes. Alors cette thèse a été réalisée dans le cadre d'une convention sans cifre avec les SISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc j'ai été salariée pendant 3 ans en tant que chercheuse en design chez les SISMO. Donc ce qui a permis en fait ce format d'interaction avec des organisations telles que les SISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital a permis un accès privilégié à une richesse de données empiriques sur les preuves de concept, a fourni un terrain favorable à une approche réflexive et expérimentale. Et ce qui nous a intéressé aussi beaucoup, c'était la volonté de faire exister un type particulier de preuve de concept qui a notamment été qualifié de preuve de soin, traduction de proof of care, qui a notamment fait l'objet central d'un papier dans la revue Soins par Cynthia Fleury-Perkins et Antoine Fenoglio en 2019. Alors, il s'agit notamment d'une thèse qui a été réalisée sur la forme d'une méthodologie particulière qui s'appelle la recherche-intervention, avec cette casquette de chercheurs intervenants sur des projets notamment réalisés par les SISMO et la chaire de philosophie de l'hôpital, avec un double intérêt de générer des connaissances, à la fois pour l'action et des connaissances également pour la science. Alors, il y a eu une première étape qui a eu pour objectif en fait de clarifier la singularité, la spécificité de la preuve de concept parmi notamment d'autres termes assez connus comme MVP, prototype, etc. Et donc là, il y a eu un premier travail d'analyse généalogique pour savoir en fait d'où venait la notion et comment elle avait été appropriée par tout un ensemble d'acteurs. Et donc, l'intervention chez les SISMO, ça a notamment porté à essayer de voir les points communs et les différences entre les POC réalisés par les SISMO et ceux de la NASA. Bon, là, je spoil un peu déjà un des résultats de la thèse, qui est que le POC est né
dans cette institution. Avec une interaction ici avec la communauté en sciences du management stratégique. Ensuite, il y a un deuxième volet ou deuxième étape de la thèse qui s'est intéressée à comprendre le phénomène un peu particulier qu'on a observé dans les preuves de concept, qu'on a qualifié de double preuve. Donc, si je résume très largement, c'était l'idée que c'est à la fois valider les apprentissages, mais aussi une projection sur les prochaines étapes, les prochaines connaissances qu'il va falloir générer et aller chercher pour poursuivre le processus de conception. Et donc là, c'est un travail de modélisation qui a été réalisé en s'appuyant en fait sur l'analyse en fait de cas réalisés par les SISMO auprès de leurs clients. Donc là, dans les logos, vous voyez justement les cas qui ont été mobilisés pour pouvoir réaliser sur cette étude. Et donc, dans le cas particulier de la RATP, on retrouve ce côté chercheur intervenant. J'ai moi-même intervenu en tant que membre à part de l'équipe sur le projet en soutien à la chef de projet. Et donc là, on va être plutôt dans une communauté, je n'ai pas traduit en français parce qu'on n'avait pas de traduction valide, qui est en engineering design. Et enfin, du coup, là, on revient sur le fameux projet urgence, où il y avait un objectif, en fait, d'appréhender le modèle de gestion qu'appelle un POC, que moi je qualifiais de génératif dans la thèse. Et donc ça s'est traduit autour de l'expérimentation, notamment aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou, où là on a une plongée, de par le fait déjà d'être dans l'univers de la santé, mais plus particulièrement dans le cas des urgences, d'un écosystème complexe. Et donc là, les recherches que j'ai pu publier s'inscrivent plutôt dans les communautés de recherche autour des managements des organisations de santé. Alors, l'objet du coup de l'intitulé la présentation des preuves de concept aux preuves de soins, le raisonnement que j'ai suivi, c'est un raisonnement en deux étapes. Donc, ce qui était l'objet cœur de la thèse vraiment, c'est cette étape de glisser progressivement vers une caractérisation d'un certain type de preuves de concept, du coup des preuves de concept aux preuves de concept génératives. Et donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième étape, qui est maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de passer des preuves de concept génératives à cette notion de preuve de soin. Alors, l'idée justement, c'est de voir comment aller plus loin de ce que j'ai eu l'occasion de faire pendant la thèse, notamment qu'est-ce que ça veut dire une générativité de type création de soins, comment générer du soin grâce à la preuve de concept. Alors, il y a un premier axe assez bateau, assez évident, c'est de dire, en fait, on va expérimenter de nouveaux dispositifs. Donc, j'entends dispositifs au sens très large, ça peut être à la fois des produits, dispositifs médicaux, un protocole de soins, une nouvelle technique chirurgicale dans un environnement de soins. Donc, soins, santé, mais aussi peut être bien plus large, comme vous avez très certainement pu le voir dans les précédents séminaires, séances du séminaire. Il y a un deuxième axe aussi sur l'idée de permettre aux acteurs de développer des capacités. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a dû revenir beaucoup dans les précédents séminaires, cette idée d'encapacitation des acteurs. Il y a une première voie qui pourrait s'intéresser à l'encapacitation de la personne vulnérable, notamment en lui permettant de développer des capacités d'auto-soin ou de réduction de sa propre vulnérabilité qui est contextuelle. Mais il y a une autre voie qui est plutôt celle que qui m'intéresse dans mes travaux, c'est celle de mettre en capacité l'écosystème de la personne vulnérable pour qu'elle développe en fait une capacité eux-mêmes à développer des nouvelles modalités de soins qui vont ensuite pouvoir bénéficier aux différents usagers. Donc là, j'entends aussi bien tous les soignants, mais en fait aussi penser à l'interaction entre les soignants et encore une fois au sens large, et aussi tous les écosystèmes, notamment, je pense notamment aux industriels ou au pouvoir public. Alors maintenant, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet sur la caractérisation de ce qu'est ce truc que j'appelle depuis tout à l'heure preuve de concept, et ces pathologies, un peu les problématiques ou les critiques auxquelles font face la preuve de concept, ou plutôt moi ce que je dirais la gestion de la preuve de concept, qui nous va glisser progressivement vers cette volonté de vouloir dépasser ces limites vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à une preuve de soi. Alors, dans les définitions, c'est toujours compliqué de définir. J'ai quand même, je crois que j'ai réussi à la thèse à ne pas avoir à définir la preuve de concept. C'est toujours compliqué de... finalement, j'ai quand même essayé de faire ce travail qui sert quand même de base.
Donc, ce que vous voyez à l'écran, donc premièrement, c'est ce que j'appelais définition courante. Basiquement, on dit qu'est-ce que c'est une preuve de concept? Spontanément, c'est plutôt ce qui va ressortir, c'est une démonstration de faisabilité. On va avoir aussi cette idée que cette démonstration, dont il faudra qualifier la nature, se fait par un moyen particulier, c'est l'expérimentation, qui se veut de nature un peu particulière, en tant qu'elle soit courte et concrète, permettant par exemple la finalité est valider une idée. Donc cette définition-là, c'est notamment celle que j'ai extraite du petit dictionnaire illustré de l'innovation et de l'entrepreneuriat, dont j'ai également retiré cette illustration que vous voyez à l'écran, avec le petit bonhomme qui, avec derrière tous ces gribouillis, essaye d'expliquer aux personnes autour de la table, enfin ça marche quoi. Alors, une autre définition que je peux vous proposer, c'est la définition qu'avaient les sismos d'époque en arrivant chez eux en 2018, présentée comme une étape d'expérimentation grandeur nature, permettant de confronter ces idées à la réalité en testant l'appétence des utilisateurs concernés. Donc là, déjà, on voit que on retrouve cette idée d'expérimentation, on retrouve aussi ce qui est d'assez singulier chez les sismos, c'est cette idée d'expérimenter, on va dire, in vivo. Notamment, c'est lié au fait que quand on fait du design de service, il est difficile en fait de se soustraire de l'environnement final dans lequel le service va se déployer. Et on retrouve aussi ce qui est cher aux designers, c'est la question des utilisateurs, et donc aussi de la prise en compte de l'usager, de l'humain, qui va profiter de ce service. Et enfin, la définition, justement, pas que j'ai posée dans la thèse, mais que je suis à même aujourd'hui de proposer avec les résultats de la thèse, bon, c'est un peu long, on retrouve l'idée d'une étape intermédiaire dans un processus de conception. L'idée qu'on ne fait pas des preuves de concept comme ça à droite à gauche, il y a quand même, ça s'inscrit généralement quand même dans un processus de conception. Aussi, j'appuie sur l'idée que c'est une étape intermédiaire. Souvent l'impression, ça y est, on a fait la preuve de concept, on a tout fait, là c'est parti, on déploie, entre guillemets, on passe à l'étape d'exécution. Et ce qui est souvent malheureux parce qu'en fait, il y a généralement encore beaucoup de choses qui sont à concevoir après l'étape de preuve de concept. D'où cette idée d'étape intermédiaire. Et un résultat assez cœur de la thèse qui est que la preuve de concept va permettre de reconnaître collectivement, donc on retrouve cette idée avec toutes les personnes autour de la table sur l'illustration, ce qui a déjà bien été conçu. Donc il y a un côté validation, donc moi ce que j'ai qualifié dans la thèse de preuve de connu. Jusque-là, il n'y a rien de très surprenant, c'est très en ligne avec les définitions actuelles, mais je rajoute aussi cette idée, mais aussi ce qu'il reste à concevoir. J'intègre notamment cette notion de découverte, d'exploration, de preuve d'inconnu au cœur de la preuve de concept, et que, en sens, une bonne preuve de concept, c'est celle qui va à la fois faire valider ce qui a bien été conçu, mais aussi cette projection dont je parlais précédemment, qui doit permettre en fait d'éclairer le chemin qui reste à parcourir pour que l'innovation soit bien construite. Alors, maintenant, si j'essaye de voir un peu comment se décline cette définition sur deux grands types de POC, sachant que, comme je n'ai pas montré à l'écran, mais quand j'ai fait mon analyse généalogique, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de secteurs qui se l'étaient appropriés, avec des fois aussi, en plus, des définitions assez différentes qui se côtoyaient dans différents secteurs. Par exemple, si on reste dans l'univers assez proche du soin traditionnel, notamment la conception de médicaments, je me suis rendu compte que le POC, c'était souvent la manière de désigner la phase 2A des essais cliniques, et que du coup, en sens, c'était sur le côté collectif. On retrouve en fait deux collectifs, d'un côté le laboratoire pharmaceutique et de l'autre côté l'agence d'évaluation. Et donc l'enjeu du POC, c'est à la fois de valider l'efficacité du traitement sur quelques dizaines de malades, mais également et surtout découvrir les premiers effets indésirables dont il faudra concevoir leur mise sous contrôle. Si je propose un autre type de POC, cette fois-ci dans l'univers de la conception de logiciels ou la cybersécurité, on peut aussi rapprocher à l'univers du soin quand on voit que les questions de données sont très critiques dans cet univers-là. Cette fois-ci, les deux collectifs qui vont permettre d'interagir grâce à la preuve de concept, ça va être d'un côté les concepteurs de logiciels informatiques et d'autre part les experts en cybersécurité.
Et donc le POC a pour but de valider la robustesse du logiciel face à une tentative d'intrusion. Et la deuxième facette de cette preuve de concept, c'est de découvrir une potentielle faille et explorer la forme du patch correctif à conso. Donc voilà un peu comment s'incarne un peu avec mon vocabulaire une réinterprétation, on va dire, de la définition de preuve de concept, là à titre d'exemple en conception de médicaments et en conception de logiciels. Si maintenant on regarde un peu du côté des SISMO, qui, ce que j'ai qualifié, vont plutôt être dans la conception ou le design de services, je vais vous montrer notamment un exemple. Bon, le projet est un peu ancien, mais il marche assez bien pour montrer un peu l'esprit d'époque chez les SISMO. Donc c'est un projet qui a été mené pour la chaîne d'hôtels Ibis, avec le brief qui était le suivant: aidez-nous à mieux répondre aux attentes des millennials. Il y a un concept qui a notamment émergé, qui est autour de la réalisation que certaines tâches, en fait, pourraient être réalisées par les clients eux-mêmes en échange d'un bon d'achat. Donc, ce que vous voyez sur la photo de droite, en fait, notamment un exemple de tâche qui pourrait être réalisée par le client, c'est le fait de faire son lit soi-même. Donc, le service a été prototypé dans le sens où cette petite armoire a été installée dans le hall d'accueil avec tout le nécessaire de linge de lit. Et donc, c'est pendant une semaine, un établissement du coup ouvert ses portes pour tester ce nouveau service. Et donc, l'hypothèse derrière, c'était les gens sont prêts à donner un coup de main moyennant un geste commercial. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on retrouve encore avec cette double grille d'analyse que le POC a permis de valider que les clients sont prêts à faire un certain type de tâches. Donc, par exemple, notamment, il y avait d'autres types de tâches que les clients pouvaient réaliser eux-mêmes qui ont été testés. Ils ont permis de montrer que certaines tâches, quand c'était un bénéfice, on va dire, direct pour le voyageur, a plutôt tendance à faire ce type de tâches. Et de l'autre côté, ce qui avait aussi en fait généré de l'intérêt pour les SISMO pour l'époque, de dire mais en fait on montre pas seulement que 80% des personnes sont prêtes à faire leur propre lit, mais c'est en fait le POC génère de la découverte. Là, c'était notamment le fait qu'il y avait une autre motivation que la motivation économique. Il y avait notamment le fait que, c'est au travers des entretiens qu'ils ont pu faire émerger ça, que ça facilitait la vérification de la propreté du matelas. C'était quelque chose qui tenait cher aux voyageurs. Et et la question de la socialisation. En fait, il y avait un vrai problème d'ennui, notamment des voyageurs professionnels dans les hôtels. Et c'est assez intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez vu, mais les pubs qui sont notamment passées ces dernières semaines, ces derniers mois, sur les chaînes grand public, où on retrouve en fait notamment qu'ils ont adressé cette question de la problématique de socialisation. Donc c'est assez beau. Et donc, ce qui était intéressant de voir aussi, c'était quelles sont les compétences en fait qu'avaient les SISMO pour mener des preuves de concept. Il y avait notamment ce qu'on retrouve un peu classiquement, la culture du designer, celle de la conception des maquettes et des prototypes, la conception centrée utilisateur et la conception d'expériences éphémères, notamment. Les deux cofondateurs, SISMO, étaient très impliqués en tant que commissaires d'exposition. Et c'est vrai que du coup, une compétence qui était peut-être manquante ou en tout cas sous-développée chez les SISMO, c'était notamment la conception, en fait, pas d'expérience, mais bien au sens d'expérimentation, au sens à la fois de construction d'un protocole expérimental assez proche de ce qu'on peut attendre d'une expérimentation scientifique. Et donc là, ça fait notamment partie des choses sur lesquelles la thèse a permis de montrer que ça avait beaucoup de valeur en fait pour améliorer la pratique des SISMO et que ça avait un sens scientifique aussi de pouvoir proprement réaliser ces protocoles expérimentaux. C'est plus on était propre sur la réalisation de ces protocoles, plus on validait, mais aussi plus on générait en fait de la découverte. Et on retrouve cette idée de sérendipité organisée. Alors, ce qui a été aussi intriguant, c'est que j'ai l'impression que les SISMO, ils faisaient des POC depuis la nuit des temps, que c'était quelque chose qui était commun dans leur cursus universitaire. Finalement, pas tant que ça, ou en tout cas pas sous cette forme-là. On retrouve cette idée-là des 3 compétences que j'ai mises en évidence. Et en fait, au fur et à mesure, on me dit, mais en fait, d'où vient le POC? Et d'où cette idée un peu de travail généalogique. Et pour essayer de comprendre le contexte d'émergence de ce concept.
Alors là, je grossis un peu le trait, mais il y a eu un peu à la fois un travail d'analyse quantitative, notamment avec un outil que vous connaissez peut-être, Google Ngram. Donc sur le graphique, en fait, en abscisse, vous trouvez les dates. Donc là, c'est de 1940 à 2020. Sur la courbe bleue, vous retrouvez preuve de concept. Et en fait, ça permet de voir que déjà, il y a une espèce de un décollage vers les années 1960. Donc ça commence à déjà nous donner un peu des indications sur quand la notion est née. Et après, si on s'intéresse notamment, par exemple, en allant sur des plateformes comme JSTOR et qu'on regarde un peu les premières publications scientifiques qui sortent sur le terme de preuve de concept, non, déjà proof of concept, et on se rend compte, voilà, là le petit schéma que j'ai fait, c'est notamment des acteurs qui ont signé ou co-signé les papiers. Donc, on va retrouver la fameuse NASA, dont j'ai cité tout à l'heure. Et donc, notamment, cet ensemble de travaux, cette méthode mixte, a permis de montrer que le POC est né dans les années 1960. Dans quel type d'organisation? Les agences gouvernementales états-uniennes, donc on retrouve principalement la NASA, ensuite le département de la Défense et la NSF, l'équivalent du CNRS français. Dans quel secteur? Plutôt dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Et faisant une thèse en sciences de gestion, on se demandait mais quelle problématique de gestion a poussé à l'émergence de ce concept-là. Et donc il y avait un enjeu en fait dans le cadre du programme Apollo d'organiser l'allocation des ressources et la contractualisation entre les différents partenaires de conception, donc à la fois des partenaires internes et notamment externes. C'est ce que vous montre un peu en fait la figure en bas à gauche, c'était à la fois des partenaires industriels et à la fois des partenaires académiques. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur la deuxième courbe que vous voyez à l'écran en rouge, qui désigne TRL, hop, je ne sais plus du coup si moi on m'entend, normalement ça devrait être bon. La courbe rouge que vous voyez à l'écran et qui dessine le petit pic là que vous voyez justement dans les années, autour des années 70, c'est le TRL. Peut-être que c'est quelque chose, immédiatement quand je vous dis, bah oui, POC, évidemment, c'est TRL3, voyons. TRL, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Technology Readiness Level. C'est l'échelle de maturité technologique qu'on a tendance à voir un peu passer partout, notamment quand on travaille en R&D. Et donc ça désigne en fait un outil qui a été développé à la NASA, cette fois-ci, qui s'est construit progressivement, mais qui a plutôt son apogée dans les années 70, qui désigne à représenter, justement, au travers de cette représentation en thermomètre, avec en bas des choses qui vont relever de principes basiques. Et progressivement, on va monter en maturité, notamment pour arriver à l'ETRL9, qui est un système complet, prouvé, et qui aura opéré de manière avec succès dans une mission. Et donc là, vous voyez, je pense que ce qui est à l'écran, aujourd'hui, elle est, on va dire, généraliste. Elle n'est plus seulement appliquée au cas de l'aéronautique et l'aérospatiale. On reviendra sur ce point-là tout à l'heure, mais voilà un peu. Et si je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en fait, la preuve de concept, on le retrouve au niveau de ce niveau-là, le TRL3, en phase de Research to Prove Feasibility. D'où, en fait, je pense, le fait qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup la définition du POC comme démonstration de faisabilité. Voilà un peu petit détour historique de la chose. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à regarder, c'est les propriétés du contexte d'émergence du POC dans cette idée de dire aujourd'hui on fait des critiques vis-à-vis du POC, mais aussi il faut aussi important de remettre en perspective le contexte d'émergence. C'est sûr que si on essaye d'appliquer, d'utiliser le POC dans des contextes assez différents, c'est sûr que le POC va peut-être pas être le plus performant du monde. Donc notamment, il y a un contexte sur l'objet à concevoir. On était plutôt dans des systèmes techniques très complexes, tels qu'une fusée permettant d'aller sur la Lune. Un environnement opérationnel connu, donc c'est l'espace. Et donc il y a eu dans le programme Apollo, il y a eu justement beaucoup de missions intermédiaires pour mieux avoir la compréhension de l'interaction entre un satellite tel qu'une fusée et l'espace. Également, la nature de la prochaine étape de conception qui est connue. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un TRL3, du coup un POC à la NASA, on sait déjà qu'il y aura un TRL4, 5, 6, 7, 8, 9, et on sait déjà de quelle nature, qu'est-ce qui est attendu dans les étapes futures.
et du coup aussi qu'est-ce qui est attendu à cette étape de POC. Également des propriétés sur le contexte au regard de l'organisation qui commande le POC. Donc là, cette fois-ci, par exemple, la NASA va avoir à la fois des capacités de commande publique, mais également des capacités de R&D et d'ingénierie. Et donc on verra, par exemple, quand un hôpital commande un POC, elle a peut-être des capacités de commande publique, mais elle n'a pas forcément les capacités de R&D de la nature dont qu'il faudrait, et aussi questions sur aussi les capacités d'ingénierie. Également, ce qui est important de souligner, c'est que le POC, l'organisation, elle s'inscrit dans un écosystème d'acteurs certes complexe, mais dont on connaît une grande partie, qui est l'écosystème qui est déjà structuré. Et donc, ce qui fait qu'on comprend mieux des fois quand l'innovation qu'on essaye de concevoir est ce qu'on qualifie de très disruptive, des fois c'est très compliqué parce qu'en fait l'écosystème est lui-même à concevoir en même temps que l'innovation qu'on est en train de concevoir. Alors, si du coup on repart des années 60, on se rend compte au travers toujours de ce graphique qu'il y a une croissance, un engouement croissant pour cette notion-là. Alors, ce que je vous montre à l'écran, c'est tout un tas d'acteurs, d'organisations qui réalisent aux commandes d'époque. Donc, une grosse partie de la cartographie que vous voyez qui a été réalisée notamment sur un travail réalisé par le comité Richelieu, que j'ai venu compléter, notamment en mettant dans cette cartographie les sismos, l'île 2020, et en rajoutant aussi, par exemple, des projets de POC réalisés avec les mines de Paris, par exemple, Orange ou Air Liquide. Et en fait, comme vous allez voir, c'est que aujourd'hui, le POC est utilisé par des acteurs s'inscrivant dans des secteurs très divers. Donc, on retrouve l'aéronautique, spatiale, défense. Vous me direz là, pas trop de surprise parce que c'est d'où le POC vient, mais aussi on retrouve beaucoup dans le médical, aussi bien la construction, la banque, l'entrepreneuriat, intrapreneuriat, innovation, etc. Et on voit aussi, c'est assez surprenant de voir que cet engouement est aussi très transversal en termes d'organisation. On retrouve aussi bien des POC réalisés en interne ou en interaction entre plein de types d'organisations, à la fois des startups, des grands groupes, des administrations publiques, des incubateurs, des centres de recherche, etc. Cependant, cet engouement laisse aujourd'hui en fait de plus en plus place à des insatisfactions et des critiques, notamment de la part des sismos et de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui ont été soulignés sur le manque d'une dimension humaniste au POC. Donc, je vais lire le petit paragraphe que vous voyez à l'écran, qui est extrait de la revue Soins que j'ai cité tout à l'heure. À partir du constat qu'il manquait une dimension humaniste au POC, le concept de Proof of Care a été défini pour les circonscrire à des expérimentations ayant pour but principal de rendre capacitaires les acteurs concernés et de produire dans la mesure du possible des externalités positives. Une matérialisation de ces Proof of Care pourrait être de particulièrement impliquer les acteurs les plus vulnérables ou de traiter en priorité les situations les plus critiques d'un système amélioré. Alors là, les sismos et les chaires de philosophie à l'hôpital ne se contentent pas seulement de montrer leur insatisfaction, mais aussi proposent une voie d'amélioration des preuves de concept sur lesquelles je m'appuie dans mes travaux et que je vais essayer d'enrichir. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que cette insatisfaction et ces critiques ne concernent pas du tout que les sismos et les chaires de philosophie à l'hôpital qui s'en sont emparés, mais en fait de tout un tas d'autres acteurs qui soulignent ce que j'ai qualifié de pathologie du POC. Donc là, mon premier point va faire écho justement à ce que je viens de dire juste avant. Et cette première critique, elle n'est pas uniquement sur le POC, mais en fait sur toute l'échelle TRL, qui va en fait restreindre l'analyse de la maturité à la maturité technologique. Et il y a pas mal ce point-là a pas mal été soulevé. Et il y a notamment Mathias Béjean et ses collègues qui ont proposé de dire sur l'idée de technology readiness level, on va transformer technologie par la notion de concept, avec cette idée de prendre en compte, en plus de cette notion de maturité technique et technologique, également la maturité des besoins et des usages, et de ce qu'ils appellent la programmatique. Donc dedans, on va retrouver des choses de type les risques, l'ingénierie des compétences, l'ingénierie de projet. Donc assez très intéressant, et je crois que cette publication est notamment dans le contexte spécifique des medtech. Alors, il y a une autre problématique qui est l'ambiguïté contemporaine sur le ou les rôles du POC. C'est notamment une illustration que j'ai utilisée dans la thèse. Et donc, en fait, un flou sur le protocole d'expérimentation et d'évaluation du POC, parce que
on va dire, les rôles et les objectifs sont eux-mêmes flous. En fait, quand on regarde dans la littérature sur les preuves de concept, donc vraiment, on va dire intersectorielle et plutôt dans la littérature en sciences de gestion, on va retrouver cette sensation que le POC est un espèce de couteau suisse qui va permettre de faire plein de choses, comme financer une partie d'un processus d'innovation, faire collaborer les différentes expertises en phase de créativité, parfois même stimuler cette phase de créativité, anticiper certains problèmes qu'il faudra résoudre dans la suite du processus de conception, mais également des choses assez basiques du type matérialiser des idées ou des choses qu'on peut retrouver facilement dans la littérature en design sur recueillir le retour des clients potentiels en vue d'améliorer le produit ou l'innovation. Autre élément du diagnostic, c'est la faiblesse méthodologique du protocole expérimental et d'évaluation. Ça a notamment été pas mal décrié ces dernières années dans le cadre des recherches sur les politiques publiques et l'économie du développement. Et donc, il y a des questionnements autour de la validité et des utilités des apprentissages réalisés dans le cadre de la preuve de concept vis-à-vis en fait, du reste du processus de conception et vis-à-vis de l'environnement final dans lequel va être plongée l'innovation. Un autre point aussi que j'ai essayé de souligner dans la thèse, c'était des fois un paradoxe entre ce qu'on peut appeler un succès ou un échec d'un POC. On va par exemple avoir des situations où on a l'impression que le POC est un succès dans le sens où il a rempli, il a coché les cases qu'on souhaitait et en fait finalement plus on avance dans le projet, plus on se rend compte que finalement ce qu'on croyait avoir acquis en fait ne l'était pas et donc le succès va transformer en déception parce qu'en fait le projet ne va jamais aboutir. Et vice versa, il y a des situations où on va plutôt le concevoir comme un échec, de dire ça va être un no-go dans un projet. Et en fait, on se rend compte que c'est pas pour autant qu'on a jeté l'argent par les fenêtres, dans le sens où le fait d'avoir fait un POC a été utile, mais pas de la manière dont on l'avait éventuellement envisagé au début, mais qu'en fait les apprentissages générés vont pouvoir réutiliser sur d'autres projets futurs. Si je continue, il y a aussi une difficulté en fait à piloter la répartition de la valeur générée par la preuve de concept entre les acteurs qui s'y sont impliqués. C'est notamment vrai des fois un peu des frustrations réciproques, par exemple entre une start-up et un grand groupe. C'est également vrai en fait des expérimentations, notamment financées par l'argent public, entre les intérêts des entreprises, qualifiées très mercantiles, et en fait la génération d'apprentissage entre guillemets pour le bien commun. Avant-dernier point de ma liste, assez longue, c'est ce qui j'ai pas beaucoup fait et j'essaie de faire dans la thèse, c'est tout un ensemble de biais qui est qualifié de socio-cognitifs associés aux POC qui sont aujourd'hui mal caractérisés et gérés. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt à dire oui, les POC c'est génial, ça permet aux acteurs de se fédérer pour poursuivre le processus de conception, ça crée un consensus, et plein de qualités qui sont vraies sous certaines conditions. En fait, il y a tout un tas d'effets que le POC peut provoquer, et là c'est à la fois d'un point de vue théorique et pratique. Des fois, ça peut avoir un effet en fait contraire de créer de l'ambiguïté, du quiproquo entre les différentes parties prenantes, provoquer ce que j'appelais des effets de fixation cognitifs et ou sociaux. Des fois, ça peut même provoquer, au lieu de fédérer un collectif, on va plutôt le polariser. Certains vont dire je suis pour ce projet, d'autres vont dire sont contre. Et même parfois, ça va provoquer l'exclusion de certains acteurs. Enfin, autre point, c'est le fait de manière assez surprenante, il y a beaucoup de publications sur les preuves de concept, mais il y a peu de personnes qui s'intéressent à comment bien ou mieux expérimenter, ou pour reprendre un terme que Cynthia aime bien, comment mieux poker, notamment en fait dans la santé. Et on observe aussi ce que j'appelle un effet de fixation sur les essais randomisés, dire que voilà, c'est limite l'unique et bonne manière de réaliser des expérimentations et des preuves de concept, et alors que ça occulte tout un tas de biais aussi qu'on peut retrouver dans les essais randomisés, c'est pas la formule magique. Et voilà, c'est bien beaucoup plus riche et complexe que ça, et
Et c'est vrai que ça a tendance à, avec les travaux de la thèse, plutôt se focaliser sur l'aspect validation. On occulte et on empêche un peu le côté aussi exploratoire du POC. Alors maintenant, si je passe à cet exemple, le fameux cas urgence, déjà, quel était le contexte et l'ambition de ce projet de design de service porté par les Sismo et la chaire de philosophie à l'hôpital? Donc on était en 2018, je pense, et le constat qui avait été fait par les Sismo et la chaire de philosophie à l'hôpital et par bien d'autres chercheurs et praticiens, c'est que le service d'urgence, c'est un point de contact critique entre la ville et l'hôpital, et que ça fait de nombreuses années que ce type de service fait face à de nombreux défis assez complexes, mais notamment liés en fait beaucoup au vieillissement de la population, qui va induire notamment une augmentation continue de leur fréquentation, une modification importante des profils et des demandes des patients. Donc en fait, les prises en charge souvent ne s'arrêtent pas seulement des urgences médicales, mais bien souvent une intrication entre urgences psycho-médico-sociales. Un autre point, c'est que la question des urgences hospitalières et des soins non programmés ont régulièrement fait l'objet de rapports et de propositions, souvent similaires et souvent centrés en fait sur le mode de fonctionnement des organisations de santé. Et donc là, l'aspect un peu différenciant de la chaire de philosophie et des Sismo, c'était de s'inscrire dans un positionnement complémentaire en s'intéressant cette fois-ci au vécu singulier des usagers des urgences et plus spécifiquement à la population du coup spécifique des personnes âgées en perte d'autonomie en situation de handicap afin d'améliorer la qualité de leur parcours. Vous verrez que le fait de s'intéresser spécifiquement à cette population, mais pas exclusivement, et aussi pas uniquement orienté vis-à-vis de l'organisme qui a financé le projet, mais aussi qui a tout à fait une pertinence au vu des enjeux que j'ai soulignés, notamment dans le premier point. Alors justement, ces parties prenantes, une collaboration, un montage de projet un peu atypique. On aurait pu s'attendre que ce soit un type de projet, genre amélioration des urgences, ça soit plutôt porté par un service d'urgence, par exemple celui de l'hôpital Georges Pompidou, ou que ce soit des entreprises qui voulaient tester certaines de leurs technologies ou leurs services auprès des urgences. Mais non, le projet a été monté grâce à un appel à projet de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est pressenti pour être la 5e branche de la sécurité sociale, qui s'intéressait à la question notamment du design social. Et donc les Sismo et la chaire de philosophie à l'hôpital ont répondu à cet appel à projet qui a été retenu. Et donc ce qui a permis en fait notamment donc là de formuler et de tester différents concepts. Parce que les photos que vous voyez à l'écran, en fait, c'est les photos qui ont été prises sur le moment du POC réalisé avec l'hôpital Georges Pompidou. Juste avant de présenter un peu si je vais présenter maintenant, les 3 concepts qui ont été testés, c'est notamment les éclaireurs. C'est un ensemble de petits dispositifs papier qui permet d'éclairer les patients sur la sortie aux urgences, notamment sur le fait comment gérer un arrêt maladie, comment reprendre rendez-vous, comment récupérer mes résultats d'examen. Donc là, vous voyez, les cibles de ce concept-là sont assez larges. L'idée, c'est de soulager le travail, en fait, la charge de travail des secrétaires médicales, qui vont ensuite pouvoir mettre à profit, on l'espère, à des patients plus vulnérables et plus demandeurs d'un accompagnement personnalisé. Le deuxième concept, c'est le pack confort. Donc, c'est l'idée d'une petite pochette qui pourrait s'accrocher sur le rebord du brancard, qui a une double fonction, à la fois dans lequel le patient pourrait trouver des éléments de confort non négligeables quand on passe plusieurs heures, voire une nuit sur un brancard, dans un couloir, donc par exemple un boule case, masque, plaid, etc. Et l'idée, c'était aussi qu'au lieu d'avoir des effets personnels importants pour se repérer dans l'espace et dans le temps, que c'est les lunettes ou la montre, qui puissent les mettre ici et pas les avoir, comme c'est généralement fait, dans un sac sous le brancard. Et troisième concept, c'est le concept itinéraire. Donc là, c'est un système de géolocalisation des patients
pour améliorer la fluidification et leur sécurisation au sein du service d'urgence. Et autre dernier acteur, toujours cette idée de recherche-intervention, on retrouve aussi le partenaire académique avec l'École des mines de Paris et mes directeurs de thèse, qui complètent cette cartographie des acteurs. Alors, là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais pas trop, parce que je pourrais en parler des heures et des heures, de toutes les étapes de ce projet qui s'est étendu sur 18 mois. Donc, le projet a commencé en février 2019 par un triptyque. On va avoir des phases d'observation ethnographique dans 2 établissements, notamment l'hôpital Georges Pompidou, qui s'est pressenti comme partenaire dès le début, dès l'appel à projet, et également le pôle santé Sarthe-et-Loire, qui offrait un contrepoids assez intéressant, c'est-à-dire zone rurale, autre type aussi de profil sociodémographique, notamment aussi avec une population plus âgée, sachant qu'aussi pourquoi l'hôpital Georges Pompidou, c'est quand même ils accueillent chaque année, c'est l'un des 2 établissements qui accueillent chaque année le plus de personnes âgées dans leur service. Également complété, au-delà des entretiens qu'on a pu faire avec toute la diversité des acteurs qu'on peut trouver au sein de l'hôpital, et plus particulièrement des urgences aussi, des entretiens hors terrain, à la fois avec des patients, des aidants, souvent des proches, mais également des professionnels des urgences, du grand âge, du handicap et aussi de l'innovation. Alors tout ça nous a notamment amené à réaliser une cartographie des parties prenantes et de l'expérience patient, qui a notamment été utile pour la 2e phase, notamment la phase de co-création et la journée d'atelier de co-création avec les acteurs, alors ce qu'on appelait acteurs hors HEGP. C'est que normalement dans l'idée on a plutôt tendance à les avoir mobilisés, mais le chef de service nous avait donné comme indication qu'il valait mieux arriver interagir avec eux une fois que déjà les concepts seraient déjà formulés et avoir des retours à ce moment-là. Du coup, on a profité pour aller chercher d'autres acteurs, notamment des acteurs de la médecine de ville, des spécialistes de la gérontologie, notamment des associations de patients. Du coup, ensuite, on a remusclé les idées qui sont sorties de cet atelier-là. On a eu l'occasion de formuler 8 concepts. Et à cette étape-là aussi, il y a eu un travail de remise de rapport intermédiaire à la CNSA. Donc ces concepts, c'est justement eux qu'on a scénarisés, qu'on a été présentés sous forme de posters dans la salle de staff des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Donc c'était assez pratique justement de ce format, comme ça les soignants qui pouvaient se libérer, soit ils pouvaient s'arrêter 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, le temps qu'ils avaient à leur disposition. Donc les retours ont été collectés, notamment aussi auprès d'associations et d'acteurs du handicap, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une population qui se présente beaucoup à l'hôpital Georges Pompidou, et du coup on a été aussi chercher d'autres experts sur ce sujet. Ensuite, il y a eu un retour et une sélection des concepts à tester. Donc les trois concepts retenus sont ceux que je vous ai présentés préalablement. Donc notamment plusieurs critères de sélection, notamment le fait que d'en garder un pour à la fois l'amont, le pendant et l'après les urgences. Et aussi qui intéressait l'hôpital Georges Pompidou. Ensuite a eu lieu la fameuse preuve de concept entre septembre et janvier. Donc c'est pas la durée de la preuve de concept, mais pour pouvoir réaliser la preuve de concept, il y a toute une phase de conception qui n'est pas à négliger, même si elle est plus faible que si on se lançait directement dans un projet grandeur nature avec tous les cahiers des charges qu'on peut attendre en phase d'industrialisation. Donc là, il y avait notamment la question de concevoir les démonstrateurs, donc entre guillemets les prototypes, les partenaires aussi industriels, les partenaires avec les industriels, notamment par exemple pour le système de géolocalisation, c'est pas les Sismo qui allaient s'amuser à développer le genre de système. On a déjà été voir est-ce qu'il y avait des acteurs positionnés sur ce genre de concept et si ça les intéressait d'expérimenter avec nous, et aussi le protocole de test. Donc l'expérimentation a lieu sur 2 sessions, 3 jours puis 2 jours. Et là, ce n'est pas passif. Il y a à la fois un travail de formation des aides-soignants, par exemple pour installer le pack confort, d'observation, d'entretien et d'itération. Il y a eu ensuite une restitution à chaud à l'HEGP devant une grande partie prenante du projet. Donc là, ça fait plaisir parce qu'au sein de la même salle, on a pu retrouver déjà toute la diversité des parties prenantes qu'on peut retrouver
dans un service d'urgence. Et on a retrouvé aussi beaucoup de personnes qui s'étaient impliquées d'une manière ou d'une autre sur le projet, à la fois par exemple les industriels, mais aussi des membres d'associations, soit de patients ou de médecins retraités par exemple. Et pourquoi aussi on fait tout ça? L'idée aussi, c'est de pouvoir analyser et de valoriser le POC. Donc là, je l'ai aussi orienté dans la perspective de mes travaux de thèse. Donc il y a eu notamment un bilan aussi interne entre les Sismo et la chaire de philosophie à l'hôpital, parce que c'était aussi une expérimentation en soi, ce projet. C'était le premier projet mené conjointement entre les deux organisations. Il y a une réunion, la restitution à chaud, ah oui, en termes de temporalité, c'est quand même bien de le rappeler. Le lendemain était admis à l'hôpital Georges Pompidou le premier patient qui allait décéder du Covid hors Chine. Donc voilà, remettre un peu en termes de temporalité. Mais au-delà de ça, cette restitution à chaud a généré certains frottements qui ont pour comme effet positif de déclencher une réunion avec la direction générale de l'hôpital Georges Pompidou qu'on n'avait pas réussi à impliquer plus que ça dans le projet, entre les Sismo et l'entreprise qui avait cette technologie de géolocalisation des patients. Ensuite, il y a un travail de remise du rapport final et du kit de déploiement, nourrir des apprentissages du POC à la CNSA dans le kit de déploiement. On retrouve à la fois les différentes phases du projet, mais aussi comment, pas à pas, pour chacun des concepts, comment une institution qui veut s'emparer et développer, déployer le concept chez lui peut le faire. Les différentes étapes, et même par exemple pour le pack confort, il y a jusqu'à le plan de couture réalisé par une des designers de l'agence. Et enfin, ce que moi j'ai rajouté, et ce qui n'est pas fait traditionnellement dans les projets Sismo, c'est que je me suis amusée 6 mois après le POC d'aller retourner aux urgences de Pompidou pour mener une série d'entretiens, ce qu'on appelait SD, semi-directifs, notamment avec des aides-soignantes, des cadres de santé, infirmiers, internes, médecins urgentistes, secrétaire médical et aussi le PDG de cette fameuse entreprise numéro 2. Alors, avant de vous présenter un peu les résultats de cette analyse et de ces entretiens-là, je voulais en profiter pour montrer un peu plus de détails sur ce que nous avons fait dans le protocole de POC. Donc nous avons par exemple pour chacun des concepts, nous avons énoncé l'objectif du POC, les apprentissages recherchés, mais aussi rappelé les acteurs mobilisés et les lieux clés de ce concept. Notamment, là, on est expérimentation sur le terrain, et donc un service d'urgence, c'est grand, c'est pas comme un laboratoire où on contrôle plein de choses, et donc c'était aussi important de revisionner aussi ces éléments-là. On a également désigné des profils de patients cibles qui pourraient être sujets par exemple, au pack confort. Donc ça a été présenté aux équipes lors des mini-séances de formation. Donc là, on l'a plutôt présenté comme des recommandations que des vraiment critères de distribution à suivre à la lettre, dans cette idée qu'on est encore dans les phases d'exploration et qu'on ne sait pas encore très bien, on a cette intuition que c'est ces types de patients-là, au vu de toutes les interactions qu'on a eues avec tous les acteurs, que ça serait ces patients-là qui pourraient être pertinents, mais on laisse libre choix aux soignants eux-mêmes, notamment aux aides-soignants et aux infirmiers qui remettaient le PAC, de considérer que si cette personne est légitime à le recevoir, qu'elle pouvait totalement le recevoir. Ensuite, on a souligné pour chaque concept un scénario d'usage du test synthétisant les grandes étapes et les acteurs impliqués à chacune d'elles. Et dans la mesure du possible, ces étapes étaient réalisées par les équipes hospitalières. Il y avait cette idée de dire d'autonomiser le plus les équipes soignantes et que du coup, il valait mieux faire en sorte que les équipes hospitalières s'emparent du projet et fassent le plus de choses qu'elles pouvaient faire par eux-mêmes. Également, c'est l'occasion pour chacun, ce qu'on appelait des sous-éléments du concept. On a essayé un peu de décortiquer chacun des concepts, quelles sont les sous-parties qu'on veut tester et aussi quelles sont les hypothèses associées. On a également spécifié en amont quelles sont les itérations et les alternatives qu'on voulait tester sur les différents jours. Et les critères, à la fois, on retrouve aussi un résultat de la thèse, à la fois des critères d'évaluation et d'exploration qui ont été identifiés. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément facile sur le terrain d'aller chercher ces informations-là, notamment vu la durée très courte du POC. Mais en tout cas, ça nous a bien guidés sur ce qu'on cherchait, ce qu'on devait regarder pendant le POC. Également, plus d'éléments sur la synthèse des apprentissages réalisés à l'issue du POC.
Donc là, c'est plutôt la synthèse à froid du POC. À la fois, pour chacun des concepts, nous avons rappelé la problématique et les principales hypothèses qui ont guidé les apprentissages du POC. Pour chacun des concepts, on s'est intéressé aux apprentissages, justement vis-à-vis de ces sous-concepts. Et aussi, c'était intéressant de dire, en fait, on ne va pas juste regarder les apprentissages pour cette sous-unité, mais aussi la combinaison, les interdépendances entre les différentes parties du concept. Lors du POC, les designers ont mené aussi des observations et entretiens auprès des patients, de leurs proches et des personnels hospitaliers sur des points spécifiques qui avaient été définis dans le protocole. Et aussi, le POC a produit de nombreux apprentissages. Donc, c'est pas facile de synthétiser parce que là, il y a beaucoup de choses et un peu faire le tri dans en quoi c'est un apprentissage important ou plus secondaire. Et donc, chaque apprentissage a été co-validé par les 3 designers, moi y compris, a été appuyé par des verbes à thème d'entretien et des photos issues des observations. Et donc, ces apprentissages ont nourri notamment le kit de déploiement que j'ai cité précédemment, qui avait vocation pour être disponible à chaque personne qui pouvait en faire la demande. Alors maintenant, si je glisse progressivement sur moi ce qui m'intéressait d'étudier dans le cadre de ce projet qui était très riche, on pouvait faire l'objet de plein de recherches différentes, mais moi ce qui m'a intéressé, c'était dans quelle mesure le POC permet-il de soutenir ou non le développement de capacités de conception collective, que j'ai qualifié comme des leviers de régénération des organisations ou systèmes de santé. Et donc c'est notamment un article de conférence qui a été présenté à Ramos et la communauté en management des organisations de santé en 2021, qui a fait notamment l'objet d'un prix. Donc la méthode utilisée ici, c'était une étude de cas longitudinale et exploratoire qui a permis de mettre en évidence le résultat principal suivant, que le POC a permis de développer certaines capacités de conception collective qui vont ensuite elles-mêmes génératives d'un meilleur soin. Donc là, on retrouve l'idée que c'est plus on va faire monter en capacité les acteurs qui prennent soit directement soin des patients et des vulnérables, soit de tout l'écosystème associé et qui va in fine permettre d'augmenter le soin. Donc si jamais ça vous intéresse de lire l'article qui doit faire, je pense, 20 pages ou différentes parties, vous pourrez cliquer sur le lien qui est affiché à l'écran. Alors, les capacités collectives développées lors du POC ont été au nombre de 6. Une première qui était celle d'une capacité à mieux définir et redéfinir ce qui reste à concevoir collectivement, une capacité à explorer une diversité d'alternatives de conception pour des pistes de performance variées, une capacité à mieux identifier et mobiliser au bon moment les expertises utiles au processus de conception, une capacité à développer des connaissances et compétences à la fois individuelles et collectives qui seront utiles à la conception, et une capacité à co-concevoir entre professions aux expertises complémentaires et générer plus globalement une action collective. Et donc là, en fait, l'idée, là, ça servi de cadre d'analyse dans le cadre d'une recherche, mais demain, ça pourrait très bien être utilisé comme aussi un outil d'évaluation du POC par des praticiens. Donc là, c'est un peu hors sol, là, les différentes capacités que je vous ai présentées. Dans la suite de l'exemple, en prenant un exemple très précis, je vais vous montrer en fait comment, je vais vous illustrer cette capacité de co-conception entre professions aux expertises complémentaires. Alors, l'hôpital Georges Pompidou faisait face à des problématiques de sortie inopinée des patients et du service qui nous ont été relevées lors des entretiens et des observations qu'on a réalisés avec eux. Il y avait à la fois des comportements involontaires chez les patients désorientés, à la fois soit parce qu'ils avaient des pathologies cognitives de type Alzheimer ou autre, mais aussi des fois aussi des désorientations temporaires liées à une certaine vulnérabilité aiguë. Il y avait aussi des comportements déviants où il y avait beaucoup de patients qui sortaient soit pour aller fumer une cigarette, chercher un café à la cafette, ou aussi beaucoup de comportements impatients, dire c'est quand que le médecin va arriver, etc. Il y avait aussi un déplacement régulier des patients, soit du coup les patients par eux-mêmes, ce que j'ai cité précédemment, ou aussi en fait il y a la multitude des soignants pour réaliser leur activité de soins étaient amenés à déplacer régulièrement le patient. Par exemple, entre
la salle d'attente, le couloir, les box de soins, entre les box de soins et par exemple secteur radiographie. Ce qui faisait qu'il y avait un premier projet, ou ce qu'on a pu observer sur le terrain, autour de cette question de l'amélioration de l'expérience des usagers les plus vulnérables des urgences hospitalières, et plus particulièrement cette question de la sécurisation et de la fluidification de la prise en charge. Et en fait, un système avec une espèce de pyjama qu'on peut retrouver notamment au bloc opératoire, qui a été transformé, adapté comme un dispositif de prévention des sorties non souhaitées médicalement, qui était notamment remis à ces patients qu'on considérait comme désorientés. Et c'était un outil de vigilance collective, de se dire, voilà, attention, si cette personne porte ce pyjama, il faut faire plus particulièrement attention à elle, et notamment si on la voit à proximité de la sortie des urgences, de s'assurer qu'elle ne va pas fuguer involontairement. Alors ça a plus ou moins bien marché, mais ça n'a pas permis de prévenir toutes les fugues. Il y a notamment malheureusement eu des accidents un peu tristes qui sont passés aussi, où on peut souligner, vous avez très certainement vu, cette problématique aussi de stigmatisation. Alors, une solution un peu moins low-tech qui a été mise en place, c'est notamment un système de géolocalisation manuelle. Alors là, assez aussi décevant, parce que le logiciel a été en fait quasiment totalement délaissé, notamment parce que les soignants expliquaient qu'il y avait une faible réactivité du logiciel. Par exemple, quand ils essayaient de déplacer sur l'écran, par exemple, ils avaient le plan des urgences, le patient, c'était un endroit A, on veut le déplacer à un endroit B avec un clic. Le problème, c'est que ça rechargeait à chaque fois tout son dossier patient, et donc ça prenait 3 minutes à chaque clic, donc l'enfer. Également que les déplacements des patients sont plus rapides que les capacités de renseignement des soignants. Par exemple, avant de revenir au poste de soins, les soignants voyaient peut-être 3-4 patients, et donc le temps qu'ils viennent renseigner le fait qu'il y a eu un déplacement de patient, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui cherchait le patient. Et aussi, il y avait une non-accessibilité aux aides-soignants. Peut-être qu'eux n'avaient pas de compte sur ce logiciel-là, alors que c'est l'une des professions qui était les plus à même à déplacer les patients. Donc voilà, une insatisfaction sur ces éléments-là. Donc l'idée, assez rapidement, qui est venue à la fois de la part des SISMO et de l'hôpital Georges Pompidou, était de dire, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas passer par lever plein de problématiques qu'on a identifiées grâce à un système de géolocalisation, cette fois-ci automatique. Alors pour ça, du coup, nous, on a été regarder quels étaient les systèmes de géolocalisation indoor qui existaient, sachant qu'en fait, par exemple, on ne peut pas utiliser les outils qu'on utilise traditionnellement, par exemple Google Maps ou SteamMapper ou des choses comme ça. En fait, la géolocalisation n'est pas du tout assez précise pour des situations en intérieur. Et on a aussi regardé les industriels qui commercialisaient ou testaient un peu ce type de solution. Donc on a identifié quelques industriels, notamment l'un qui est une filiale en fait d'une foncière de clinique, qui commercialisait déjà ce type de système, mais pour les chirurgies ambulatoires dans leur clinique. Ce qui était du coup intéressant, c'est de voir en fait, est-ce que faire la preuve de concept que ce type de système aussi peut être utilisé dans les contextes de services d'urgence, qu'on est quand même un peu aux antipodes. Chirurgie ambulatoire, on est quand même sur un parcours du patient qui est très clairement défini et qui sera respecté, et on sait beaucoup d'informations sur le patient en question, alors que voilà, on est dans des contextes assez différents dans le cadre des services d'urgence. Alors ce système se composait notamment d'un bracelet remis au patient, d'une interface soignant, éventuellement aussi une interface accompagnante pour savoir un peu où est son proche dans son processus de soins, et aussi ce qu'on appelait des balises BLE installées en fait dans les plafonds. C'est ce qui permet la triangulation et la géolocalisation. Ce qui était intéressant, c'est que ça nécessitait une infrastructure plutôt légère et une faible émission d'ondes, notamment pas seulement pour les patients, mais aussi en fait pour les personnes qui fréquentent régulièrement le lieu, c'est-à-dire les professionnels de santé qui y travaillent. Et aussi, c'était intéressant, notamment parce qu'ils étaient prêts à tester un nouveau cas d'usage gratuitement avec nous. Alors, si là je reprends, désolée, oui, j'ai pas expliqué. Le formalisme que j'ai utilisé à l'écran, c'est notamment un formalisme qui a été créé par
le laboratoire dans lequel je travaille avec l'idée de représenter les concepts plutôt sur la gauche et les connaissances associées sur la droite. Pas besoin de plus que ça, de connaître plus que ça pour suivre mon propos. Donc il y avait aussi un enjeu maintenant de dire on va essayer de tester en vie réelle ce système de géolocalisation. Et ça nécessitait en fait de mobiliser notamment le service d'urgence de l'hôpital Georges Pompidou, mais aussi ce qui s'est de dire par exemple il fallait un accès au Wi-Fi. Et donc qui gère les accès au Wi-Fi, c'est le service informatique de l'HEGP. Là il y avait un petit problème parce qu'avant le projet, on s'est rendu compte même plus tard qu'il y avait en fait certaines tensions assez vives entre les deux services. Et que le chef de service nous avait recommandé pour le POC de le faire en mode, je crois que c'était pirate ou sous-marin, je ne sais plus, je pense que c'était en mode sous-marin. Pirate. Et qu'il fallait essayer, si on pouvait faire la preuve de concept sans mobiliser le service informatique, ce serait mieux. Bon, ça s'est finalement révélé tardivement impossible. En fait, il fallait quand même, malgré l'infrastructure légère, il fallait quand même s'introduire, mais se brancher quand même sur le service informatique. Et donc, vous imaginez un peu aussi les questions administratives reliées à cet enjeu-là. Alors, il y avait aussi de mobiliser la direction générale, voir un peu si on pouvait essayer de faire un peu avancer les choses. Ça n'a pas forcément été le cas en amont du POC. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'ISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital ont persévéré de dire on garde la date du POC, on revoit un peu notre ambition à la baisse, on ne va pas tester comme on aimerait le faire en situation réelle, mais en fait on va tester ce qu'on peut tester, c'est-à-dire l'acceptabilité par le patient d'être géolocalisé et de porter un bracelet plus ou moins ergonome pendant X heures. Et de l'autre côté, tester l'interface soignant personnalisée vue d'architecture de l'hôpital Georges Pompidou. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le POC, notamment ce que dit le côté double preuve, le fait qu'il y a à la fois exploration et validation, qui ont été présentés dans cette fameuse salle de staff où il y avait tout ce beau monde, et notamment il y avait la directrice adjointe de l'hôpital Georges Pompidou, ce qui a permis de générer cette fameuse réunion avec la direction générale et l'industriel, qui a permis cette fois-ci de débloquer les choses et de se dire que, en fait, il y a un protocole très, 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 très strict et très coûteux en temps au niveau de la PHP, mais on a quand même, on n'est pas les mains liées, on a aussi quand même, au niveau de l'HEGP, on a une certaine autonomie avec certains canaux, on peut se permettre ce genre d'expérimentation. Et on va essayer de faire les choses proprement. On va mettre en place un contrat autour de cet enjeu d'expérimentation. Et donc le contrat devait être signé quelques semaines après le POC, mais voilà, Covid est arrivé et tout a été remis en question, malheureusement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est bien que le projet, à ma connaissance, n'est pas abouti. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est notamment quand je me suis rendu compte, quand je suis retournée 6 mois après le POC, à l'hôpital Georges Pompidou, c'est que deux projets étaient nés de la collaboration entre le service d'urgence et le service informatique depuis, et donc notamment un projet d'intégration automatique des données des moniteurs dans les dossiers patients. Et donc, grosse surprise, c'est pas le souvenir un peu surprise du coup de la manière dont le médecin urgentiste parlait des services informatiques, présentés comme des gens très compétents, très à l'écoute, etc. Et de lui-même, en fait, j'ai pas le verbatim sous la main, mais vous pouvez trouver un beau et long verbatim dans le papier que j'ai cité précédemment, sur le fait que, en fait, c'est le POC lui-même, le fait de se retrouver dans une situation de conception, notamment on se dit, voilà, maintenant, en fait, on a appris à se connaître mutuellement, même si du coup, ce projet a un peu essuyé les plates, mais voilà, maintenant, on a appris qui faisait quoi, comment on pouvait travailler en intelligence ensemble. Et donc voilà, c'était intéressant de montrer que justement le POC avait contribué à développer des capacités de co-conception entre professions et expertises complémentaires. Et donc dans ce cadre-là, qui invoque expertise complémentaire et aussi environnement de travail très différent. Alors j'arrive progressivement vers la partie recommandation pour la gestion responsable des POC. Alors là, tout ce que je veux dire là, c'est plutôt à l'étape
de recherche. Il n'y a pas la même robustesse vis-à-vis du propos que j'ai eu précédemment. On est un peu dans un autre régime. Mais cette question en fait des profs de soins, du coup cette notion proposée par Cynthia Fleury-Perkins et Antoine Fenoglio, moi j'ai essayé aussi de la réinterpréter vis-à-vis de mes propres objets de recherche et l'écosystème dans lequel je gravite, notamment du coup cette fameuse théorie chère, la théorie et méthode de conception innovante, et également d'une spin-off de cette chaire qui est la chaire théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective, qui a proposé un autre concept qui est celle de responsabilité conceptive. Là, on retrouve du coup cette notion de responsabilité. Alors pareil, ça va être un petit peu long, mais je vais lire le petit passage qui est à l'écran, qui a notamment été écrit par Pascal Lemasson, du coup mon directeur de thèse, et Benoît Veil, qui présente en fait d'où vient cette notion. La notion de responsabilité conceptive a été introduite par Blanche Segrestin à propos des formes contemporaines de la responsabilité des entreprises. Le régime de responsabilité conceptive est une alternative au régime de responsabilité préventive. Dans ces deux régimes, la responsabilité qui reste définie par l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute. Donc là, c'est notamment une référence au Code civil, sur la responsabilité civile, d'ailleurs qui date maintenant beaucoup, mais qui est toujours en application. Donc cette responsabilité est décrite par un modèle du dommage, un modèle de l'imputation qui a causé et un modèle de la norme de gestion qui permet de définir la faute. Alors que le régime de responsabilité préventive consiste à éviter des dommages de type dette non remboursable, le régime de responsabilité permet de passer du dommage à prévenir au futur à construire. Et je trouve ça notamment intéressant dans le cas de la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est fait sur les risques et notamment le fait des dommages qui pourraient être causés aux patients, mais en fait, ça bride aussi pas mal ce qui pourrait être fait, et du coup, on se demande si c'est pas plus intéressant de réfléchir sur le futur à construire. Du coup, cette notion de responsabilité conceptive, elle est beaucoup utilisée du coup par la chaire théorie de l'entreprise autour notamment des travaux qu'ils ont portés sur l'entreprise à mission. Et là, du coup, Pascal Lemasson et Benoît Veil l'utilisaient plutôt sur la question de la responsabilité conceptive des chercheurs. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité conceptive des concepteurs de preuves de concept. Et aussi, il s'interroge sur quelle pourrait être cette norme de gestion pour le POC. Alors, je n'en suis pas rendue à l'étape de décrire totalement quelle pourrait être une norme de gestion, mais je peux déjà essayer d'expliciter l'intérêt d'une telle norme, notamment pour ceux qui commandent et évaluent les POC. Donc, j'entends par là notamment les entreprises ou les agences d'État, dedans je mets notamment par exemple la DGE, BPI France, par exemple aussi la CNSA qui finance beaucoup de ce type de forme de projet, notamment au travers de ce TRL3. Donc l'idée, c'est que cette norme de gestion pourrait contribuer à distinguer ce qui fait bon et moins bon protocole et projet de POC. Notamment, ça fait écho en fait à tout un champ de recherche sur la finance responsable et l'investissement à impact. Et ce qui est aussi important dans la thèse, c'est de montrer qu'est-ce que ça voulait dire aussi ce bon POC. Et ce que j'en ai retiré de la thèse, c'est qu'un bon POC, il travaille sur la double dimension validation exploration. Et j'ai appelé aussi sur le triptyque service, acteur, écosystème qu'on a tendance à découpler, notamment cette idée dans l'échelle TRL, ça veut dire on va essayer de voir un peu à tour progressivement ces trois niveaux-là, et en fait ça marche bien quand justement on est dans le système aéronautique et aérospatial, mais en fait on se rend compte que quand on sort de ce domaine-là, la manière dont sont articulés les niveaux TRL en fait marche plus très bien et qu'il faut réfléchir sur ce fameux triptyque. Ensuite, cette norme de gestion, elle pourrait contribuer à structurer des champs d'innovation en fournissant des fondations, mais aussi des pistes pour continuer, sur lesquelles l'ensemble de l'écosystème de soins pourra s'appuyer. Donc, c'est assez intéressant les réflexions qu'il y a autour de l'article 51, donc peut-être que certains connaissent. C'est notamment la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 qui a proposé offrir un cadre de dérogation, notamment aux normes de financement, pour pouvoir expérimenter des nouvelles formes d'organisation. Et aussi, il y a un champ
là, je crois que c'est pas encore vraiment un centre de recherche, mais autour de cette idée de landscape approach, de pas uniquement raisonner, de dire, par exemple dans le cas de l'article 51, de dire les réflexions aujourd'hui, de dire ouais c'est super, on a fait des expérimentations, mais maintenant est-ce qu'il faut qu'on déploie ce qui a été expérimenté localement à l'échelle nationale? Et ce qui est intéressant, notamment, j'ai vu dans un rapport, qui n'était pas de raisonner à l'échelle de projet, de dire si ce projet-là devrait ou non être déployé, de dire c'est plutôt le panorama global des projets, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, le côté landscape, et du coup, qu'est-ce qui serait intéressant maintenant de continuer à construire pour la santé de demain. Enfin, ça pourrait contribuer aussi à guider les porteurs de POC dans le développement de compétences d'expérimentation, que j'ai qualifié d'expérimentation dans l'inconnu, et ainsi d'augmenter en fait automatiquement aussi la qualité des POC qui sont réalisés. Donc il y a également, je me suis intéressée à l'intérêt d'une norme de gestion du POC pour ceux qui conçoivent et pilotent des POC, par exemple comme les SISMO. On peut retrouver des chefs de projet, designers, ingénieurs soignants, mais la liste est très loin d'être exhaustive. Et donc là, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de responsabilité? Par exemple, là, donc ça c'est un résultat direct de la thèse, de ne pas créer des équilibres trop forts entre validation et exploration. Une responsabilité de diagnostiquer, tenir compte, voire mobiliser et chercher à augmenter les capacités des individus et des collectifs, que j'ai appelé usagers concepteurs, parce qu'en fait, il est de plus en plus flou, il n'y a pas, notamment en fait dans le service, l'usager est lui-même un peu concepteur d'une partie du service, ou vice-versa, le concepteur peut aussi être bénéficier du service. Et je pense que c'est particulièrement vrai, en fait, vrai dans la santé. Également, une responsabilité de soutenir, ce que j'appelais aussi, c'est un peu du jargon ici de ma thèse, c'est l'exploration d'inconnus partagés entre une variété d'acteurs. Cette idée encore d'exploration, de dire ce qu'on expérimente localement dans un endroit, en quoi ça permet d'éclairer et d'éclairer des sujets qui vont intéresser au-delà des personnes réalisant le test, mais plus largement une variété de projets, de porteurs de projets et d'acteurs au bénéfice de la société civile. Ah, voilà. La dernière slide est disparue, c'est pas grave. De mon côté, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention et hâte d'avoir vos retours et questionnements.